Avant de continuer le cours, je voudrais revenir sur un point. Souvenez-vous du problème que nous avons vu dans le dernier cours avec cet assemblage de deux miroirs. Et souvenez-vous, j'ai dit que les rayons qui avaient été réfléchis par le premier miroir convergeaient vers ce point qui était l'image, et j'ai précisé que c'était l'image réelle de haut réalisée par le premier miroir. Or, si vous regardez la définition que j'ai donnée avant, j'ai dit qu'une image était réelle si les rayons réfléchis passaient réellement par ce point-là. Or, vous direz, ce n'est pas vrai. Les rayons réfléchis ne passent pas par ce point à cause du miroir. Donc, j'aurais dû préciser, bien sûr, en l'absence de tout obstacle. Le fait que ici j'ai un miroir M2, ça n'a rien à voir avec le travail qui a été effectué par le premier miroir, et donc ceci est bien une image réelle. Donc je vais corriger la définition que j'avais donnée ici à propos de réel et virtuel. Je vais mettre en l'absence d'obstacle. En l'occurrence ici, l'obstacle c'était le miroir M2. Bien, nous continuons. Vous voyez que jusqu'ici nous avons vu les miroirs, comment agissaient les miroirs. Et donc nous avons travaillé avec la réflexion de la lumière par les miroirs. Maintenant nous allons travailler avec des dioptres et des lentilles. Cette fois-ci nous travaillons avec la réfraction de la lumière. Je vais commencer d'abord par la notion de dioptre sphérique. Je fais un petit dessin et après ça je vous explique. Je vais prendre un axe optique et je vais mettre une interface entre deux milieux d'indices de réfraction différents. J'ai N1 à gauche, N2 à droite. Vous voyez qu'en fait, donc c'est ça en fait que l'on appelle un dioptre, c'est une interface entre deux milieux d'indices de réfraction différents. Et c'est un dioptre sphérique parce que cette interface est une portion de sphère. En tout cas, j'ai essayé que ça ressemble le plus possible à une portion de sphère. Je vais maintenant tracer aussi le centre de courbure de ce dioptre. Si je prends un point tel que celui-ci, j'abaisse la perpendiculaire au dioptre, je dois être à peu près là. Donc ceci, c'est le centre de la sphère qui fait l'interface. Et je prends maintenant un point à l'avant-plan. Ceci sera mon point objet. Et je regarde les règles de la réfraction. Pour cela, en fait, je vais prolonger le rayon. Donc voilà le rayon qui est bien sûr perpendiculaire ici à l'interface. Et je prends maintenant le rayon incident. Le rayon incident en ce point, excusez-moi, le voici. Et vous reconnaissez ici l'angle d'incidence que je vais appeler l'angle I. Comme je fais de la réfraction, et pour bon dessin ici, je vais supposer que l'indice de réfraction du milieu 2 est plus important que dans le milieu 1, ça veut dire que l'angle de réfraction va être plus petit que l'angle d'incidence. Donc j'aurai un rayon réfracté qui sera par exemple comme ceci. Et vous voyez que j'arrive ici sur l'axe au point I. Pour être précis, en fait, nous allons nous mettre dans ce qu'on appelle l'optique de Gauss. Et ceci est valable aussi bien pour le dioptre que j'envisage que ce sera le cas aussi pour les lentilles. Donc, optique de Gauss, oui, il s'agit toujours bien du même Gauss, donc celui du théorème de Gauss en électricité, et celui aussi qui a
développer la distribution gaussienne que vous avez peut-être vue ou que vous verrez en statistique. Que dit l'optique de Gauss? Elle simplifie très très fort toutes les équations, mais pour cela, il faut absolument que l'angle qui se trouve ici, l'angle θ, soit toujours petit. En fait, moi, mon dessin ici ne respecte pas les conditions de Gauss. Je l'ai fait exprès, évidemment, pour que mon dessin soit clair. Mais il est clair que le point que j'avais envisagé sur l'interface, j'aurais dû le mettre ici beaucoup plus près de l'axe optique. Une autre manière de dire que je suis dans l'optique de Gauss, si je mets des lettres là-dessus, je vais mettre ici A et le sommet du dioptre, j'appelle ça S, il faut que AS soit beaucoup plus petit que OS, de cette distance-là, et encore que AS soit beaucoup plus petit que le rayon de courbure de ce dioptre. Si c'est respecté, en fait, ce que nous dit Gauss, c'est qu'à ce moment-là, prenez n'importe quel rayon incident. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Eh bien, le rayon réfracté correspondant passera également par le point I. Donc, le point I, c'est l'image du point O. Bien, nous allons voir maintenant quelques propriétés remarquables du dioptre. J'ai pris ici 4 configurations différentes. Je vais numéroter ces 4 figures. Donc voilà la figure 1, 2, 3 et 4. Bien, dans la figure 1, vous voyez que j'ai le passage de l'air vers le verre et le dioptre est convexe. Qu'appelle-t-on dioptre convexe ou dioptre concave? Placez-vous du côté de la lumière incidente. Donc vous êtes ici et vous regardez la courbure. Cette courbure est convexe. Tandis que dans ce cas-là, par exemple, toujours en vous plaçant à gauche, vous voyez que ceci a une courbure concave. Donc ici, j'ai un dioptre qui est convexe et je passe d'un indice de réfraction plus faible vers un indice de réfraction plus fort. Alors, quelles sont les propriétés remarquables que je vous avais annoncées? C'est que si vous prenez un objet qui est à l'infini, donc je prends ici un point objet à l'infini, et on sait que si le point objet a été renvoyé à l'infini, ça veut dire que tous les rayons incidents venant de cet objet sont parallèles, ici en l'occurrence parallèles à l'axe optique. Eh bien, tous ces rayons vont être réfractés en passant par un point que l'on appelle le foyer image. De la même manière, si je veux avoir les rayons réfractés qui soient tous parallèles à l'axe du dioptre, eh bien, il faut pour cela que les rayons incidents passent par un point qui se trouve ici, que j'ai nommé le point F. Ceci, c'est le foyer objet. Et ici, donc, j'indique que le point image est renvoyé à l'infini. Vous voyez que j'ai exactement la même situation dans le 4e cadran. Si je fais le passage du vert vers l'air avec cette fois-ci un dioptre concave, j'obtiens exactement les mêmes propriétés. Vous voyez, les dessins sont absolument les mêmes que dans le premier cas. Tandis que si je prends les cadrans 2 et 3, les propriétés vont être différentes. Regardez ici. J'ai les rayons incidents qui sont parallèles. Donc, de nouveau, ça veut dire que le point objet se trouve à l'infini. Les rayons réfractés, vous voyez en fait qu'ils divergent. Ils ne convergent pas vers un point qui serait ici à droite du dioptre,
mais si je prolonge ces rayons réfractés, ils semblent provenir du point qui se trouve là. Comme il s'agit des rayons réfractés, il s'agit d'une image virtuelle et c'est ce qu'on appelle le foyer image. Donc je précise qu'ici nous avons un foyer image virtuel. Si maintenant je prends les rayons réfractés qui sont tous parallèles, ça veut dire que le point image est à l'infini. Eh bien, regardez comment doivent être les rayons incidents pour qu'il en soit ainsi. Les rayons incidents ne viennent pas d'un point, ils convergent vers un point qui se trouve à droite du dioptre. Or, par définition, ceci c'est notre objet, nous avons un objet virtuel. Ceci c'est un foyer objet virtuel. J'utiliserai tout le temps la lettre F pour le foyer objet, qu'il soit réel ou virtuel, et F' pour le foyer image. Vous voyez que dans la situation 3, j'ai exactement la même chose que dans la situation 2. Maintenant, ceci en fait est la base même d'une lentille. Si je prends une lentille que l'on appelle biconvexe, si vous la regardez de l'extérieur, donc regardez par ici ou par là, vous voyez qu'à chaque fois elle est convexe, eh bien en fait j'ai un mélange de la situation 1, donc le premier dioptre correspond à la situation 1, le deuxième dioptre correspond à la situation 4. Avec ici, vous mettez un verre ou un plastique et à l'extérieur, je mets de l'air. Donc ceci, en fait, c'est la base même de la lentille convergente. Vous voyez en fait qu'un rayon incident qui arriverait comme ceci va être déjà réfracté une première fois et puis il va être réfracté une deuxième fois et il se dirige vers l'image. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir, rassurez-vous, pas toutes les lentilles, je vais travailler uniquement avec une approximation qu'on appelle la lentille mince. Donc, imaginez, je vais prendre la lentille qui correspond le plus à l'image que l'on s'en fait. Je prends de nouveau une lentille biconvexe avec un indice de réfraction extérieur, le même à gauche et à droite que j'appelle N1, tandis que l'intérieur de la lentille, j'ai un indice de réfraction N2. Quelle est l'équation de la lentille mince? Je vous expliquerai après les différents termes. J'ai 1 sur U plus 1 sur V est égal à 1 sur F. Et si je veux savoir quels sont les ingrédients de 1 sur F, j'ai ici N2 divisé par N1 moins 1 et ceci multiplié par 1 sur R1 moins 1 sur R2. C'est ce qu'on appelle l'équation du lunetier. Le plus important pour nous ici, c'est ce que j'encadre en jaune. J'ai changé de tablette graphique ce week-end, j'ai donné ma bonne tablette à un collègue et celle-ci me fait des effets de parasite comme vous avez vu il y a quelques secondes. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent. Je vous donne tout de suite une situation concrète. Je vais prendre l'axe optique de la lentille, je dessine ma lentille dont le symbole est ceci, vous voyez que je mets simplement une ligne verticale, et pour dire qu'il s'agit d'une lentille convergente, je mets ici des flèches avec la pointe de la flèche vers l'extérieur. Ceci rappelle, si vous regardez bien, ceci, en fait, c'est l'extrémité de la lentille.
les plus pointus vers l'extérieur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un objet devant cette lentille. Donc imaginez ici, je vais prendre un objet, je vais prendre ça sous forme de flèche si vous voulez, AB, et comme nous allons voir dans la suite, l'image de AB réalisée par la lentille me donnera de nouveau un segment vertical ici, avec A' qui est l'image de A et B' qui est l'image de B. Eh bien, pour terminer nos définitions, regardez la distance entre l'objet et la lentille. Eh bien, ceci, on l'appelle la distance objet U, tandis que la distance entre la lentille et l'image, ceci, c'est la distance V. Un petit peu de définition. F, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Donc, c'est la distance qu'il y a entre les deux foyers et le centre de la lentille. En l'occurrence, ici, je pourrais avoir, par exemple, mon foyer qui serait ici et de manière symétrique, ça ce serait mon foyer objet et mon foyer image serait à égale distance, mais de l'autre côté. Bon, je vais peut-être pas placer les foyers exactement aux bons endroits, mais en tout cas, l'idée est là. Bien, continuons nos définitions. U, c'est la distance objet. Avec comme convention de signe les mêmes conventions que nous avons prises pour le miroir. C'est-à-dire que si U est devant la lentille, à ce moment-là, U est positif. Si au contraire U est derrière la lentille, il s'agit à ce moment-là d'un objet virtuel, donc U sera négatif. Mais attention, si je prends maintenant V, V c'est la distance image. Et là, faites très attention parce qu'on change de convention par rapport au miroir. V sera positif si l'image est derrière la lentille, tandis que V sera négatif si l'image se trouve devant la lentille. Donc dans le premier cas, bien sûr, il s'agit à ce moment-là d'une image réelle, tandis que dans le deuxième cas, il s'agit d'une image virtuelle. Quelques mots sur le développement ici de 1 sur f. Bon, la première parenthèse ici est très claire. Vous voyez que j'ai le quotient des deux indices de réfraction moins 1. Donc la plupart du temps, bien sûr, si nous travaillons dans l'air et je prends une lentille en verre ou en plastique, ça veut dire en fait que la première parenthèse me donnera un résultat positif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je pourrais travailler avec une lentille en plastique, par exemple, que je plonge dans un liquide qui a un indice de réfraction de 1,6. C'est énorme pour un liquide, mais ça existe. À ce moment-là, vous voyez que la première parenthèse ici serait négative. Mais bon, dans le cas général, c'est celui qu'on utilisera toujours, la première parenthèse est positive. Maintenant, quelques mots sur la deuxième parenthèse. En fait, il existe 6 types de lentilles que je vais regrouper en 2 familles. Je vous présente d'abord la première famille qui est constituée d'un plan du côté gauche et je mets une surface comme ceci pour le côté droit. Ou bien je prends la lentille biconvexe dont on a déjà parlé, ou encore la troisième sera comme ceci. Donc, ces 3 types de lentilles forment ma première famille. L'autre famille, je prends de nouveau un plan à l'entrée et
je prends pour deuxième dioptre quelque chose comme ceci. Deuxième possibilité, et troisième possibilité, comme ceci. Je vous demande de réfléchir et de me dire quelle est la propriété que les trois premières lentilles ont en commun et qui est différente du deuxième cas, et vice-versa. J'ai une propriété pour la deuxième famille qui n'est pas partagée par les trois autres lentilles. Donc je vous demande de mettre la vidéo en pause, de réfléchir un tout petit peu, quelle est la distinction, quelle est cette propriété qui diffère entre ces deux familles. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, ne cherchez pas des équations compliquées, des schémas épouvantables à décoder. Pour vous situer le niveau de ma question, je pourrais très bien poser cette question en première année primaire ou peut-être même en troisième maternelle. Et je suis certain que j'aurai des bonnes réponses. Vous avez trouvé? Regardez, dans la première famille, vous voyez que l'épaisseur au centre est plus importante que l'épaisseur aux extrémités de la lentille. Tandis que dans la deuxième famille, c'est l'inverse. L'épaisseur au centre est plus petite qu'aux extrémités. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux. En fait, ceci se traduit par le fait que dans la première famille, si vous regardez la deuxième parenthèse, c'est-à-dire 1 sur R1 moins 1 sur R2, ceci est toujours positif. Et donc, si je couple ceci avec le fait que je prends la condition que N2 soit plus grand que N1, eh bien, à ce moment-là, F sera positif. Vous aurez une lentille que l'on appelle convergente. Tandis que dans le deuxième cas, si je prends de nouveau 1 sur R1 moins 1 sur R2, j'aurai un résultat négatif. Et toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire si N2 est plus grand que N1, cette fois-ci, la distance focale F sera négative. Nous avons affaire à des lentilles divergentes. Bien, nous allons voir quelques points remarquables. Dans un premier temps, je vais uniquement étudier les lentilles convergentes. Et après ça, on refera la même chose pour les lentilles divergentes. Donc, je prends F plus grand que 0. Je reprends l'équation du lunetier. 1 sur U plus 1 sur V est égal à 1 sur F. Et prenons U est égal à l'infini. D'après l'équation du lunetier, vous voyez que si U est égal à l'infini, ça veut dire que V est égal à F. Donc je vais faire tout de suite le dessin. Nous avons l'axe optique de la lentille. Voilà la lentille. Donc je vous rappelle, ceci c'est le signe que F est plus grand que 0. Et je prends, comme on l'a dit par hypothèse, U est égal à l'infini. Ça veut dire que les rayons incidents sont tous parallèles à l'axe optique. J'en dessine quelques-uns. Voilà le premier. En voilà un autre. Je vais encore en prendre un troisième. Quel sera l'effet de la lentille? Eh bien, regardez, la distance image est égale à F. Donc, si ce point est là, ça veut dire que tous les rayons réfractés vont passer par ce point. Comme dans le cas du dioptre,
ceci est la signature d'un foyer, c'est le foyer image. Et la distance focale, c'est bien sûr cette distance-là. Voilà la valeur de petit f. Je recommence, mais maintenant à l'envers. Donc, je prends comme condition V est égal à l'infini. De nouveau, l'équation du lunetier me dit que si V est égal à l'infini, ce terme-là disparaît, et donc cette fois-ci, j'ai que U est égal à F. Je recommence de nouveau le dessin. Voilà l'axe optique. Voilà notre lentille. Donc cette fois-ci, je veux avoir des rayons réfractés qui convergent en un point à l'infini. Ça veut dire en fait que les rayons réfractés sont tous parallèles à l'axe optique de notre lentille. Donc je vais en dessiner de nouveau 3 au hasard. Et on voit que ceci correspond à U est égal à F. Ça veut dire en fait que j'ai ici ce point que je vais appeler le point grand F, tel que tous les rayons réfractés passent, les rayons réfractés que je prolonge par le rayon incident, eh bien le rayon incident passe par ce point F. Je fais la même chose pour les deux autres. Donc vous avez ici les rayons incidents. Tous les rayons incidents sont passés par le point F et du coup, ils seront réfractés en étant parallèles à l'axe optique. Ici, nous avons le foyer objet. Et il est situé de nouveau à la même distance focale petit f de la lentille. Troisième petite propriété, c'est un exercice qui est d'ailleurs proposé dans le recueil. Imaginez ce qu'on appelle une lame à face parallèle. Donc prenez une plaque de verre, par exemple, mais qui a sa face d'entrée et sa face de sortie qui sont parfaitement parallèles. Et prenez maintenant un rayon incident qui viendrait en oblique, comme ceci. On sait qu'il va être réfracté en rentrant ici dans le verre, et donc j'aurai pour rayon réfracté quelque chose, par exemple, comme ça. Et puis quand je ressors, je me retrouve dans l'air, ce qui fait que le rayon va reprendre la direction qu'il avait avant. J'espère ne pas me tromper dans mon dessin, ça doit être à peu près ceci. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est prolonger le rayon incident s'il n'avait pas été dévié. Il aurait été comme ceci. Les deux ici sont parallèles. Et je note petit l le décalage. Donc vous voyez en fait que l'effet net de cette lame de verre, c'est d'avoir décalé vers le haut ici le rayon lumineux. Je note petit d l'épaisseur de cette plaque de verre et je vais noter également l'angle d'incidence ici, θi. De nouveau, comme je le disais, dans le recueil d'exercices, vous trouverez justement un exercice où on demande de calculer L en fonction des paramètres, c'est-à-dire que L dépend de l'épaisseur de la lame et dépend de l'angle d'incidence. Mais ce que vous allez découvrir en faisant ça, mais je crois que c'est suffisamment intuitif, c'est que si D diminue, L forcément va diminuer. Et si je prenais le cas extrême où D est égal à 0, bien sûr, le décalage latéral serait également égal à 0.
Ça veut dire en fait que si je revenais à l'écran précédent, regardez toutes nos lentilles. Si je reste tout près du centre, donc ne vous écartez pas trop de l'axe optique, n'oubliez pas que nous sommes dans l'optique de Gauss, eh bien vous voyez en fait que les deux faces sont parallèles. Donc je suis dans ce cadre-là, exactement comme je viens de le dire. Mais je pousse ceci à l'extrême, c'est-à-dire que je vais envisager une lentille qui n'aurait aucune épaisseur. Donc vous voyez que le titre de ce chapitre, qui dit que nous allons parler des lentilles minces, mince c'est un euphémisme. En fait, c'est un cas idéal où la lentille n'aurait aucune épaisseur. Vous me direz, s'il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de lentille. Ok, tout à fait d'accord avec vous, mais prenons ce cas limite. Donc j'ai une lentille qui est convergente malgré qu'elle n'ait pas d'épaisseur. Mais quelle sera la conséquence? C'est que si je refais un dessin, on prenait de nouveau la lentille comme ceci, je prends son axe optique, et je prends maintenant un rayon qui passe par le centre optique de la lentille, quelle que soit sa direction, son inclinaison. Eh bien, ici, puisque j'ai deux faces parallèles et qu'en plus l'épaisseur est négligeable, ça veut dire que le rayon n'est pas dévié. Donc nous avons trois règles maintenant que l'on va utiliser pour construire l'image d'un objet par une lentille. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je prends l'axe optique, je dessine ma lentille, je vais prendre les deux foyers de manière symétrique. Donc voilà le foyer objet, et de l'autre côté, à la même distance, ici, j'ai le foyer image. Je vais prendre maintenant un objet AB que je vais mettre ici. Et je voudrais connaître l'image, où se trouve, pardon, et à quoi ressemble l'image de AB réalisée par cette lentille. Pour cela, en fait, je vais faire tout le calcul avec le point B. Et je vais appliquer les trois propriétés que nous venons de voir. Nous avons dit que, excusez-moi, je vois maintenant que, non, ok, ça revient. Je prends la première propriété qui dit que si un rayon incident passe par le foyer objet, il sera réfracté en étant parallèle à l'axe optique de la lentille. Donc je sais que l'image doit se trouver sur cette ligne ou éventuellement le prolongement si j'ai affaire à une image virtuelle. Deuxième propriété, si je prends un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, il va être réfracté en passant par le foyer image. Donc voilà ce deuxième rayon réfracté. Vous allez dire, bon, ça suffit. Je vois tout de suite que mon image se trouve à l'intersection de ces deux lignes de construction et ça me suffit. Mais on peut toujours faire une erreur. Donc il est bon d'avoir une troisième règle de construction pour vérifier qu'on obtient de nouveau le même point image. Et ça, c'est la troisième propriété que l'on vient de voir. C'est le fait que si le rayon incident passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Donc voilà, mon dessin n'est pas très précis, vous voyez, normalement je dois passer exactement ici au centre, mais voilà l'image B' du point B. Par extension, prenez par exemple un point qui serait ici à mi-hauteur, vous allez trouver que son image se trouve à la même position, mais de nouveau à la mi-hauteur. Et donc, si vous continuez le petit jeu, vous verrez que toute l'image est comme ceci. Donc, je précise de nouveau que ceci, c'est ma distance objet, petit u.
ceci c'est la distance image jusque B'. Vous avez la distance focale ici, hein. Et même chose, de l'autre côté, vous avez de nouveau la même distance image. Pour compléter encore nos définitions, je vais parler ici de la taille de l'image, de l'objet ou de l'image. En l'occurrence ici, la taille de l'objet. J'appelle ça, comme je l'avais fait déjà d'ailleurs pour le miroir plan. Je note ceci comme étant H indice O pour objet, et comme je suis au-dessus de l'axe optique, arbitrairement, j'appelle ça le côté positif, donc HO est plus grand que 0. Ici, vous avez la taille de l'image, vous avez HI, mais comme HI est en dessous de l'axe optique, ceci est considéré comme étant négatif. Maintenant, en fait, justement, je voudrais bien trouver le lien qui existe entre HI et HO. Pour faire ça, je vais appeler ici S le sommet de ma lentille, donc je prends le centre optique de la lentille, et regardez les triangles. Excusez-moi, je vois que je n'avais pas noté le point A'. Ici, j'avais le point A'. Vous remarquez en fait que le triangle ABS est semblable au triangle A'B'S. En effet, ce sont deux triangles rectangles et ils ont le sommet, ici l'angle au sommet, en commun. J'ai le même angle de chaque côté. Donc forcément, ce sont des triangles semblables. Ce qui veut dire que si je fais A'B' divisé par le côté correspondant dans l'autre triangle, AB, ceci dans la même proportion que A'S sur AS. Maintenant, je viens à la notion de grandissement que nous avons déjà introduite en parlant du miroir. Donc, je vous rappelle que par définition, ceci, c'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Attention, de nouveau, il faut prendre ça en algébrique. Ça veut dire que si l'image était au-dessus, elle serait positive. Si elle est en dessous, elle est négative. Donc, ceci, c'est quoi? Je prends la taille de l'image. La taille de l'image, c'est ça. Oui, donc excusez-moi, si je reprends la définition générale, c'est HI sur HO. Mais donc, c'est A'B', mais si je prends A'B', vous n'allez pas savoir si je dois prendre ça comme étant positif ou négatif. Pour être clair, je prends la norme de la distance A'B' et je mets le signe moins devant. Ceci respecte notre définition de HI. Et je divise ceci par HO. HO, c'est AB. Là, je n'ai pas d'ambiguïté. Or, regardez ce que l'on vient de découvrir. A'B' sur AB, c'est A'S sur AS. A'S, c'est quoi? C'est V. AS, c'est U. Et je reporte le signe moins que j'avais précédemment. Donc, vous voyez que le grandissement est donné par moins V sur U. Ce qui est en fait également vrai pour le miroir plan que nous avons vu. Souvenez-vous du miroir plan. Nous avions que V était égal à moins U. Donc vous avez ici moins 1, mais avec le moins qui est devant, ça devient plus 1. Donc nous avons exactement la formule qui convient dans le cas du miroir et dans le cas de la lentille. Et je ne recommencerai pas la même opération quand on discutera des lentilles divergentes, mais cette formule est tout à fait générale. Donc retenez en abrégé que G est toujours donné par moins V sur U. Bien, je vais toujours reprendre cette lentille convergente, mais je vais m'amuser à déplacer l'objet, le rapprocher de plus en plus de la lentille et même en allant de l'autre côté. Là, évidemment, j'aurai affaire à un objet virtuel.
Donc regardons les diverses possibilités. Voilà de nouveau la lentille, les deux foyers et voilà l'objet. Vous recommencez les trois règles de construction, je les énonce de nouveau, mais je vais aller plus vite. Les rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique de la lentille sont réfractés en passant par le foyer image. Donc voilà notre première ligne. Le rayon incident qui passe par le foyer objet sera réfracté en étant parallèle à l'axe de la lentille. Donc voilà notre deuxième rayon. Je prends la troisième règle de construction. Le rayon incident qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Et vous voyez que ces trois rayons réfractés passent tous par ce point-là. Donc ici en petit, vous avez l'image de haut. Je continue, mais vous voyez que je rapproche l'objet de la lentille. De nouveau, le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique sera réfracté en passant par le foyer image. Le rayon incident qui passe par le foyer objet sera réfracté en étant parallèle à l'axe optique. Le rayon incident qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Voilà de nouveau le point image de ce point O. Et par extension, pour toute la flèche, voilà son image et vous voyez qu'elle a été inversée. Troisième situation, je rapproche encore l'objet de la lentille, mais attention, je suis toujours plus loin que le foyer objet. Vous voyez que le petit jeu continue. Recommencer de nouveau, je ne le ferai plus. Recommencer les trois règles de construction, vous voyez que l'image maintenant est devenue plus grande, elle devient à chaque fois plus grande et elle recule. Eh bien, cette dernière situation, en fait, c'est exactement ce que fait un projecteur de diapositive. Vous avez une petite diapositive ici qui fait de manière standard 24 x 36 mm et vous voulez avoir cette image projetée sur un écran avec une taille ici qui ferait peut-être 1,50 m de haut. Eh bien, vous voyez que l'image va être renversée par rapport à la diapositive que vous avez mis ici dans le projecteur. Et là, vous comprenez pourquoi, quand vous chargez justement le projecteur de dia, vous devez mettre les diapositives à l'envers, puisque la lentille va encore inverser justement les images. Et comme ça, votre image sera, elle, à l'endroit. Bien, je continue à rapprocher O de la lentille. Cette fois-ci, je mets l'objet exactement là où se trouve le foyer. Donc je prends ici le point O. Je ne peux plus faire les trois règles de construction, je ne peux plus en prendre que deux. J'ai le rayon incident qui est parallèle. Le rayon réfracté doit passer par le foyer image, le voilà. Et le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Vous voyez en fait que ces deux rayons réfractés sont parallèles. Ça veut dire en fait que l'image est renvoyée à l'infini dans cette direction-là. Je vais encore plus loin. J'ai toujours un objet réel, mais cette fois-ci, je l'ai mis entre le foyer objet et la lentille. Et recommencer de nouveau les mêmes règles de construction. Vous allez voir en fait cette fois-ci que les rayons réfractés que voilà, vous voyez bien qu'ils ne convergent pas vers un point, mais si je prolonge ces rayons réfractés, ils semblent tous provenir de ce point I qui est là. C'est l'image virtuelle du point O. Dernière situation, je prends cette fois-ci un objet virtuel. Donc O n'est plus à gauche, mais il se trouve à droite. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que j'ai ici des rayons incidents qui convergent vers un point qui se trouve derrière la lentille. C'est par définition l'objet et c'est un objet virtuel. Recommencez de nouveau les trois règles de construction. Vous allez voir que l'image se trouve ici. Et ce sera toujours une image réelle. En effet, pour s'en convaincre,
reprenez l'équation du lunetier. Je vous rappelle, 1 sur U plus 1 sur V est égal à 1 sur F. Et je vais isoler maintenant 1 sur V. J'ai que 1 sur V est égal à 1 sur F moins 1 sur U. 1 sur F, dans notre cas, est positif, puisque nous travaillons avec une lentille convergente. U, dans notre cas, est négatif. Mais puisque U est négatif, ça veut dire que moins 1 sur U, tout ceci est positif. Donc, globalement, vous avez que 1 sur V est positif, et donc forcément, V est positif. Et vous pouvez trouver le même genre de propriété dans les 4 cas précédents. Celui-ci est peut-être un peu plus difficile, mais pour tous les autres, prenons par exemple celui-ci, je recommence la discussion, j'ai que 1 sur V est égal à 1 sur F moins 1 sur U. U et F, dans notre cas, sont des quantités positives, mais vous voyez que U est plus petit que F. Ça veut dire que 1 sur U est plus grand que 1 sur F. Donc, vous avez ici 1 sur F moins quelque chose qui est plus grand. Donc, forcément, vous aurez ici un V négatif. Donc, vous aurez toujours V négatif, c'est-à-dire une image qui est virtuelle. Avant d'attaquer la lentille divergente, je voudrais en fait vous montrer une situation Non, en fait, ce que je voulais dire, je voudrais vous montrer en fait que nous raisonnons toujours en optique géométrique avec des rayons lumineux. Alors vous allez dire, mais la nature se moque de nous, ou bien quoi? Parfois on parle de la lumière comme étant des rayons, et parfois on dit que ce sont des ondes. En fait, je vous ai dit, ce sont deux outils mathématiques différents, mais qui ne sont pas contradictoires. Il se fait que dans l'optique géométrique, il est beaucoup plus commode de travailler avec le formalisme que l'on est en train de voir, mais je voudrais vous montrer que on peut très bien comprendre le fonctionnement de la lentille si on travaille en termes d'ondes. Je vais lancer ici l'animation, regardez. Vous avez ici un objet qui envoie de la lumière. Donc on sait que le front d'onde émis par cet objet est un front sphérique, avec sa convexité comme ceci, dirigée vers la lentille. La lentille est plus épaisse au centre. Et souvenez-vous, si je travaille dans l'air, mais qu'ici j'ai une lentille qui a un indice de 1.4, 1.5, ça veut dire que la vitesse de propagation des ondes dans la lentille est plus petite qu'en dehors. Et donc, à cause de ça, du fait que l'épaisseur de la lentille est plus petite aux extrémités qu'au centre, eh bien, ça permet à l'onde qui était ici à l'extérieur de rattraper l'onde qui était ici au centre. Et vous voyez que le résultat global, c'est que à la sortie, le front d'onde a changé sa courbure. Plutôt que d'avoir ici ce que j'appellerais un front d'onde convexe, si je me mets à la place de la lentille, vous avez cette fois-ci un front d'onde concave, si je me place ici. Et un front d'onde concave, ça veut dire qu'en fait, tous ces fronts d'onde sont en train de converger vers ce point-là qui est l'image. Je vous montre une autre animation qui illustre un petit peu ce qu'on vient de dire avec les positions de l'objet. Donc voilà ce qui se passe quand l'objet est très loin. Vous voyez l'image qui se trouve ici. Je rapproche l'objet, l'image a reculé. Si je vais faire un arrêt. Si je place l'objet au foyer, eh bien vous voyez qu'à la sortie, le front d'onde est devenu plan. Ça veut dire en fait que tout ceci va converger uniquement une fois qu'on sera à l'infini. Et si je continue encore à rapprocher l'objet, voilà,
je suis maintenant dans la situation où l'objet est quelque part entre le foyer objet et la lentille, vous voyez que la lentille n'est pas suffisamment convergente. Elle arrive à briser un petit peu la convexité de ce front d'onde, mais pas suffisamment. Ça veut dire en fait que tous ces fronts ne convergent pas vers un point, mais prenez leur prolongement vers l'arrière. Ceci montre en fait que dans ce cas-ci, j'aurais dû le dessiner, l'image est située quelque part là-bas. Donc retenez de tout ceci qu'il n'y a pas contradiction entre les rayons lumineux et les ondes. Il se fait que l'optique géométrique est nettement plus simple quand on travaille avec le concept de rayons lumineux. Bien, reprenons notre cours. Je passe maintenant à l'autre famille de lentilles, donc je vais prendre la situation quand f est négatif. À part ça, j'ai toujours 1 sur u plus 1 sur v est égal à 1 sur f, avec, comme tout à l'heure, la situation, si je prends u est égal à l'infini, donc le point objet, je le renvoie à l'infini, ceci dit que v est égal à f. Mais attention, f est négatif. Ça veut dire que l'image sera forcément une image virtuelle. Je dessine ceci. Voilà l'axe optique, la lentille. Comment indiquer cette fois-ci dans le dessin de la lentille qu'on a affaire à une lentille divergente? On met les pointes de flèche dans l'autre sens. Ce qui vous rappelle, si vous voulez, que la lentille est plus mince au centre qu'aux extrémités. Donc ça, c'est la signature de f plus petit que 0. Bien, je reprends de nouveau quelques rayons incidents. Souvenez-vous, l'objet est à l'infini, donc les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique. Voilà un premier. J'en prends un deuxième. J'aime bien le nombre 3. Voilà le troisième. Okay. Et on sait que les rayons réfractés doivent tous passer par le foyer image. Mais le foyer image, vous voyez que c'est un foyer virtuel. Donc, je vais faire un dessin préliminaire que je vais corriger après. Mais je voudrais être certain de ne pas me tromper. Donc, prenez, voilà, le rayon réfracté qui correspond à ce rayon incident qui était parallèle. OK? Je fais la même chose pour le deuxième. Je fais la même chose pour le troisième. Donc voilà les trois rayons réfractés. Et maintenant, je vais corriger mon dessin en mettant simplement ceci en pointillé pour dire que ce n'est pas un vrai rayon lumineux, bien sûr, c'est une construction mathématique. Mais ici, vous voyez que j'ai un foyer, c'est un foyer image, mais c'est un foyer virtuel. Regardons maintenant l'autre cas. Donc, de nouveau, je fais l'inverse de ceci. Si V est égal à l'infini, cette fois-ci, c'est U qui est égal à F, d'après l'équation du lunetier. Et de nouveau, ça veut dire que U sera négatif. Donc, j'aurai affaire à un objet virtuel. Je recommence de nouveau le dessin. Vous avez ici l'axe optique, la lentille divergente. Je prends l'image à l'infini, donc les rayons réfractés sont parallèles à l'axe optique de la lentille.
Pour qu'il en soit ainsi, vous voyez en fait que le rayon incident doit passer par l'objet. Mais l'objet est un objet virtuel. Ça veut dire que j'ai un point ici qui est l'objet F. Et maintenant, je peux dessiner le rayon incident. Donc le rayon incident qui correspond à ce rayon réfracté-là doit passer forcément par ce point de la lentille, par ce point-là, et également par le foyer objet. Je fais la même chose pour le deuxième, je passe par le foyer et par ce point de la lentille. Et idem pour le troisième. Donc voilà les trois rayons incidents qui, après être réfractés, sont devenus parallèles à l'axe de la lentille. Donc cette fois-ci, vous avez F qui est un foyer objet virtuel. De nouveau, nous allons voir un petit montage qui montre les possibilités, enfin le lien entre l'image et l'objet en fonction de la position de l'objet. Donc si je prends l'objet ici, j'applique de nouveau les trois règles de construction, mais donc soyez fort attentifs, c'est là où on se trompe souvent. Comme j'ai une lentille divergente, le foyer objet est à droite, le foyer image est à gauche. Donc, la première règle de construction dit que le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique sera réfracté en passant par le foyer image. C'est par définition même du foyer image. Donc, voilà. Je sais que l'image doit se situer quelque part sur cette ligne. Deuxième règle de construction, le rayon qui passe par l'objet et par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc déjà avec ces deux règles de construction, je sais que l'image se trouve là-bas. Bon, néanmoins, vous pouvez utiliser la troisième règle qui dit que le rayon incident qui passe par le foyer objet est là. Donc voilà ce rayon incident. Il sera réfracté en étant parallèle à l'axe de la lentille. Prolongez cette ligne-là vers la gauche. De nouveau, je passe par le point I. Donc, on aura ici comme propriété que quelle que soit la position de l'objet, dès qu'on a affaire à un objet réel, l'image sera toujours virtuelle. Utilisez la même ligne que tout à l'heure. 1 sur V est égal à 1 sur F moins 1 sur U. Mais faites attention, cette fois-ci, 1 sur F est devenu négatif. Et U est toujours positif, puisque je discute ici d'un objet réel, quel que soit l'endroit où je le place. Donc, moins 1 sur U va de nouveau être négatif. Donc, ça veut dire que V sera toujours négatif. J'aurai toujours une image virtuelle. Dans ce deuxième cas, vous voyez que j'ai pris cette fois-ci un objet virtuel, je l'ai placé à cet endroit-là, je ne ferai pas tous les détails, si vous voulez faites-le en mettant la vidéo en pause, et je vous invite à contrôler mon dessin. L'objet est virtuel et ça donne lieu à une image virtuelle. Vous voyez que pour avoir évidemment un objet virtuel, il faut que les rayons incidents convergent vers l'objet. Donc ça veut dire que quand ils s'approchent de la lentille, ils sont déjà convergents. Mais j'ai une image virtuelle parce que le degré de convergence des rayons incidents n'est pas suffisamment grand. Tandis que dans le dernier cas, j'ai mis l'objet, vous voyez, plus près, je l'ai placé entre la lentille et le foyer objet. Donc voilà l'objet en question. Regardez le degré de convergence, cette fois-ci, de ces rayons incidents. Ceci va provoquer une image qui se trouve là. Et maintenant, l'apothéose, plutôt que de travailler avec une lentille, regardons quel serait l'effet si je mettais deux lentilles l'une derrière l'autre.
J'ai ici un objet AB. Je place une première lentille convergente. J'ai ici, vous voyez, une distance focale positive de 30 cm. Un peu plus loin, je mets une deuxième lentille. Cette fois-ci, c'est une lentille divergente. La distance focale est négative et en l'occurrence, je lui ai donné comme valeur moins 60 cm. Bon, dès que vous connaissez, on demande bien sûr quelle sera l'image définitive réalisée par l'ensemble des deux lentilles. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est de dessiner la position des foyers. Donc, pour la première lentille, j'ai un foyer objet réel ici à gauche et j'ai son symétrique, le foyer image à droite. Pour la deuxième lentille, attention, elle est divergente, donc je sais que j'ai affaire à des foyers virtuels. Ça veut dire que le foyer image est situé à gauche, le voilà, le foyer image, tandis que le foyer objet, lui, est à droite, le voilà. Maintenant, comment attaquer ce problème? Eh bien, travailler lentille par lentille. Donc, pour l'instant, oublions l'existence de la deuxième lentille. Je vais tout faire comme si la deuxième lentille n'existait pas. Je recommence de nouveau rapidement les trois règles de construction. Le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique de la lentille est réfracté en passant par le foyer image. Donc voilà le premier rayon. Le rayon incident qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc ça suffirait déjà, mais malgré tout, je prends la troisième règle. Le rayon incident qui passe par le foyer objet va être réfracté en étant parallèle à l'axe optique. Donc vous voyez que les trois rayons en rouge convergent vers le point B'. B' est l'image réelle du point B réalisé par la première lentille. Souvenez-vous, le tout début de cette vidéo, donc si l'obstacle, en l'occurrence ici la deuxième lentille, n'était pas là, là les rayons réfractés seraient vraiment passés tous par le point B'. Bien, ça me suffit. Maintenant, je sais en fait que l'image réalisée par la première lentille, c'est A'B'. Maintenant, je place la deuxième lentille. Ce qui fait que vous voyez que les rayons incidents qui viennent de la première lentille vont attaquer la deuxième lentille. Ce point-là, qui était l'image réalisée par la première lentille, devient l'objet pour la deuxième lentille. Mais c'est bien sûr un objet virtuel. À partir de là, eh bien, recommencer les trois règles de construction. Le rayon incident ici c'est un peu drôle parce que je passe par B', le rayon incident qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc ça veut dire que je sais que l'image doit être quelque part sur cette ligne-là. Le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique doit être réfracté en passant par le foyer image. Attention, le foyer image est là-bas. Donc, à partir de ce point d'intersection de la lentille, prolongez, donc prenez cette ligne allant aussi vers F2', et vous voyez que l'image doit être sur cette ligne-là. Et enfin, le rayon incident qui passe par l'objet et par le foyer objet, ça, sera réfracté en étant parallèle à l'axe optique. Le voilà ce rayon réfracté. Et vous voyez que ces trois rayons en vert passent tous par le point B seconde. Je crois que le second n'est pas très visible. De la même manière, ici, j'ai bien A seconde. OK? Donc, vous avez ici l'image définitive réalisée par cette paire de lentilles. Voilà tout ce que je voulais dire sur les lentilles. À partir de maintenant, nous allons voir justement différents instruments d'optique qu'utilise toute la théorie que nous venons de voir.